Bonjour à tous, tout dépend d'où tu te trouves actuellement. Dans cette vidéo, on va faire une analyse politique, une analyse sémantique, géopolitique, hein, de la rencontre entre le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et le député français Jean-Luc Mélenchon. Je veux plus m'attarder dans cette vidéo dans la perfidie dont les autorités sénégalaises, en fait, les autorités en chef du Sénégal ont fait montre euh, face justement à l'impérialisme occidental, hein, le braquage de la souveraineté du peuple sénégalais qu'est en train d'organiser Ousmane Sonko. Pour moi, c'est d'une bestialité sans précédent. Et même, je dirais même que sans aucun respect pour tous les morts hein, qui sont tombés pour que lui, Ousmane Sonko, là en ce moment, soit à la tête du Sénégal. Donc aujourd'hui, malgré tout, je constate, comme je me suis toujours méfié déjà dans le passé, que ah ben voilà, Ousmane Sonko est un personnage à double visage. Ousmane Sonko, pour moi, c'est un traître pour la souveraineté de l'Afrique. Maintenant, le jeune homme au bout là-bas va me dire, mais pourquoi est-ce que je suis en train d'affirmer ça? Ben, c'est justement pour ça qu'on va faire justement cette analyse pour, on va faire cette analyse. Donc, pourquoi est-ce que j'affirme cela? Que sur cette chaîne, j'ai toujours exhorté qui que ce soit, hein, lorsque tu es dans l'exercice d'analyse géopolitique, hein, de toujours analyser le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un d'intelligent dit que sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Et il a tout à fait raison. Parce que quand, par exemple, il y a eu la révolution populaire au Mali, au Burkina Faso, qu'est-ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon pour des Maliens? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a toujours a déclaré qu'il était temps que la France laisse libre ce peuple malien? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a déclaré que la France devrait laisser libre ce peuple du Burkina Faso? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que la France devrait laisser libre le peuple du Niger? Donc, quelles ont été les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Tu vois? Donc, maintenant, comment est-ce que tu vas me faire croire que Jean-Luc Mélenchon est un Français un Français déjà, qui était dans le gouvernement de Mitterrand lors de l'assassinat de Thomas Sankara, qui était un allié même de l'Afrique, Thomas Sankara. Donc, comment est-ce que tu peux me faire croire que Jean-Luc Mélenchon peut être un partenaire qui, soi-disant, va aider à l'Afrique, va permettre aux Africains de retrouver leur souveraineté? C'est faux. Tous ces soi-disant Africains qui pensent que la gauche, c'est la gauche ou bien les socialistes qui vont mettre fin au néocolonialisme qui est en train de subir l'Afrique. Mais les amis, vous vous mettez une balle dans la tête. Il n'y a que des bourris, il n'y a que des tocards, des noirs pour croire toujours ces genres de bannières. La rencontre de Jean-Luc Mélenchon avec Ousmane Sonko est une goutte d'eau qui a fait déborder la vase de toutes les méfiances que j'avais sur la fameuse alternance démocratique dont on nous prêche toujours au Sénégal. Ousmane Sonko a commis le plus grand flagrant délit de ce que j'ai soupçonné sur ses intentions malsaines. On va écouter ce qu'a dit Ousmane Sonko. On va analyser ces mots. Je sais que beaucoup d'entre vous ici ne savent plus ce que ça veut dire analyse critique. Beaucoup d'hommes, par exemple, quand ils apprécient, par exemple, une femme ou quoi que ce soit, qu'est-ce que les hommes font? Ben, c'est automatiquement le mot croire qui arrive dans leur cerveau.
Pour beaucoup d'entre vous, et même les femmes aussi, le fait de soutenir quelqu'un supprime de leur esprit critique, ça supprime euh, tout tout objet d'analyse. Donc, vous êtes incapable de faire une analyse critique sur la religion, sur un imam, sur un prêtre, sur une personnalité politique, sur une actrice, sur un acteur, parce que simplement on l'aime, parce que simplement son visage est beau, par-ci, par-là. Non, lui, il est parfait. Non, lui, il est intelligent. Par contre, quand il s'agit de faire une analyse critique sur les décisions prises sur le futur de nos enfants, beaucoup d'hommes, je dis, moi, je me base sur les hommes, les femmes, on les connaît déjà, beaucoup d'hommes ici perdent le sens de leur masculinité. Par contre, quand il s'agit d'aller bomber les torses sur les erreurs et défauts de leurs femmes, là, ils sont champions poids lourd, hein? Médiocrité totale. Donc, quand Ousmane Sonko te dit devant un gauchiste de Mélenchon, que les relations de l'Union européenne et l'Afrique sont des relations ambiguës et ambivalentes. Ça, c'était lors d'une conférence ici dernièrement. Et donc, certains tocards des Noirs se font le plaisir de relayer comme quoi, oui, Ousmane Sonko, c'est le prophète, Ousmane Sonko, c'est si. Regarde comment il a répondu à Mélenchon. Mais vous êtes des tocards. Il dit que les relations de l'Union africaine et de l'Europe et de l'Afrique sont des relations ambiguës et ambivalentes. Mais est-ce que Ousmane Sonko a oublié d'où il est né? Est-ce que Ousmane Sonko a oublié son histoire? Et en plus, qu'il se prétend être panafricaniste de gauche. Ça même, je n'ai jamais compris ce concept. Bref, je ne vais pas essayer d'analyser quelque chose que je ne connais pas, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent en tout cas ce que ça veut dire, merci de m'écrire dans le chat. Que veut dire panafricaniste de gauche? Moi, je sais seulement c'est panafricaniste. Bref, ça veut dire quoi relation ambiguë et ambivalente? Déjà, avant de commencer, ce que je vais faire d'abord, on va d'abord parler de cette gauche. Pourquoi est-ce que moi, je vous dis que c'est un cancer complètement de l'Afrique et de son histoire? Déjà, tout a commencé de manière fondamentale, que ce soit même l'extrême gauche ou communisme ou euh, peu importe, réformiste, bref, tous ces genres de trucs. En tout cas, la base fondamentale du mouvement de la gauche est basée sur le rapport du capital et du travail. Historiquement, quand les colonies sont passées au stade des capitalistes, c'est-à-dire qui consiste à l'exploitation du travail humain pour dégager justement de la richesse, le capitaliste, lui, a prétendu que non, c'est lui qui crée la richesse par son génie, par sa capacité à organiser le travail. Parce que, soi-disant, Dieu lui aurait béni hein, par rapport aux autres qui sont des pauvres. En tout cas, c'est comme ça. Donc, nous sommes là, ici, là, nous sommes là vraiment dans l'histoire même de l'économie politique où les Adam Smith, les Ricardo, les Rostov et autres ont été confrontés à la nécessité d'expliquer, en tout cas, c'était d'expliquer l'origine même de la richesse totale. Donc, nous sommes là dans l'histoire de l'économie politique où les Adam Smith, les Ricardo, les Rostov et autres hein, ont été confrontés à la nécessité d'expliquer l'origine de la richesse. Et ils ont formulé justement une explication, ou en tout cas des théories soi-disant rocambolesques qui étaient basées sur la philosophie sophistique, la philosophie sophiste et des mensonges comme quoi la bénédiction divine a béni l'homme riche et le pauvre est maudit. En gros, c'est ça. Hein? Bref, cela ne veut pas dire que je suis contre le mouvement capitaliste. Non, ça n'a euh, rien à voir. Bref. Et ils ont aussi expliqué des théories comme quoi
les riches travaillent trop ou que le riche serait déjà une personne bénie par la nature. C'était ça, leur fameuse théorie. Maintenant, il a fallu maintenant l'arrivée de Karl Marx pour découvrir la loi scientifique de l'exploitation qu'on appelle la plus-value. Et dans ça, je tiens à te dire que Karl Marx, justement, avait été financé par Engels. Engels, qui lui était un vrai capitaliste. Donc, ça veut dire que Karl Marx bénéficiait des fonds. Euh, c'est Hegel qui a commissionné Karl Marx pour pouvoir justement voilà, faire une enquête et élaborer une théorie par rapport à tout, voilà, au concept du capitalisme et puis, euh, voilà, théorie de la richesse. Et Karl Marx aboutit en fait au système, voilà, communisme. Bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qu'on va découvrir ici, c'est que la découverte de la loi scientifique de l'exploitation qu'on appelle la plus-value, Karl Marx dégage ceci. Karl Marx va redéfinir en fait l'économie politique en démontrant que la richesse provient de l'exploitation de la force de travail et humaine. Et sa théorie, justement, a été la conséquence de l'avènement politique du mouvement de gauche. C'est là maintenant qu'on commence. Donc, sa théorie a été aussi la conséquence de l'avènement aussi du communisme comme perspective politique et historique. Ça a été aussi l'avènement du socialisme. Tous ces mouvements ont centré leur idéologie sur le sort de moyens de production. Donc, la bataille du mouvement de la gauche est d'abord le rapport, c'est-à-dire du capital et du travail. Ça, on parle déjà à la base, les fondements. Donc, démarche de gauche, de manière fondamentale, vise à équilibrer ou à inverser le rapport, c'est-à-dire entre le capital et le travail. De telle sorte que le travail, en tout cas, de telle sorte que le travail soit bien rémunéré. Parce que dans le fond, en fait, dans le fond, le capital n'a rien n'a rien à gagner parce qu'il exploite et vole. Ceci donc, on a une démarche de gauche quand on se bat pour que le travailleur et la société soutirent plus d'argent au capitalisme. En fait, c'est ça, en fait. Tous les gauchistes et autres, là, c'est quoi? On profite des capitalistes parce qu'ils sont, et ils considèrent que ce sont déjà des voleurs. Donc, on leur soutire ce qu'ils ont volé et puis on se les partage. Dans tout ça, ils ne deviennent jamais des riches, hein, mais bon, bref, en tout cas, c'est comme ça la mentalité de base. Donc, ils leur prennent plus d'argent. Donc, ici, je pèse bien mes mots parce que on parle, je veux vraiment rester terre à terre pour que même un enfant de 12 ans puisse comprendre même les bases, hein, des dynamiques géopolitiques de ces mondes. C'est ça le fondement du gauchisme. Maintenant, au fil du temps, la gauche s'est éloignée de ses fondements. Elle s'est détournée complètement de ses opinions d'origine. Ils ont abandonné le combat politique pour confiner la gauche maintenant dans les valeurs. Est-ce que tu comprends? On quitte le combat politique, hein, et maintenant on se base, maintenant comme il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, maintenant, bon, on va se battre pourquoi, on va marcher pourquoi, on va faire la révolution pourquoi, il n'y a plus rien à faire, on a déjà tout eu. OK, vous avez tout eu, les droits sociaux, l'égalité, les salaires, tout, vous avez tout. Maintenant, il faut trouver quelque chose d'autre à faire, non? Ah ben voilà. Maintenant, on commence maintenant à se baser sur les valeurs. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés maintenant dans des abominations qu'on connaît aujourd'hui, dans les déviances comme par exemple, LGBTQ plus Macron, je ne sais pas quoi, hein, ou bien les féminismes du genre à la con, des trucs comme ça. Ben voilà. Et c'est comme ça, un Jean-Luc Mélenchon vient au Sénégal s'est comporté en voyou dans un pays où la tradition fait partie de mœurs, en demandant à ce que le Sénégal vulgarise aussi, euh, que le Sénégal vulgarise aussi la,
comment on appelle, enfin, j'allais dire la polygamie, mais c'est pas la polygamie, mais que le Sénégal vulgarise aussi la dégénérescence occidentale, comme par exemple le mariage entre gays, ce genre de trucs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas au Sénégal. Il y en a déjà ça. Mais pourquoi en faire cela une, euh, pourquoi en faire cela une loi ou un décret? Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà là. On vit déjà bien. Tant que ça reste caché, tant que ça ne perturbe pas, en tout cas, la société, en tout cas, cette société naturelle, ben, vous pouvez rester dans votre truc. Bref, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, influence le Sénégal vers cette dégénérescence occidentale. Et Ousmane Sonko n'a pas le choix, justement, d'accepter. Et c'est pour ça, on va voir pourquoi. Et encore une fois, ici, pas de jugement de valeur. Hein. Moi, les LGBTQ plus Macron, je ne sais pas quoi, et autres, chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'en tout cas, on ne vient pas imposer à l'autre d'accepter son mode de pensée. Tant que chacun respecte en tout cas ses frontières, ses limites. Tu veux rester dans tes délires, ok, mais respecte aussi la liberté des autres de choisir comment est-ce qu'ils conçoivent leur mode de vie, leur opinion. Pour moi, par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'est pas de gauche. Voilà pourquoi je le surnomme gauchias. Juste simplement un parasite. Dans cette conférence, quand on a un Ousmane Sonko, par exemple, qui omet dans son discours de citer le mot impérialiste, omet de citer la condition de l'Afrique, c'est-à-dire dans le plan économique pour parler des relations ambiguës. Mais comment ça, quelqu'un qui vient chez toi, tu as une conférence à faire en parlant de l'histoire, j'ai oublié même le nom de la conférence, de l'histoire, soi-disant, de la relation qu'il y a entre l'Afrique et la France. Tout ce que tu as à dire, tu parles que des relations ambiguës et ambivalentes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce sont des questions, moi, que je voudrais moi savoir. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore obtenu de réponse. Bien sûr que j'obtiendrai des réponses avec le temps. Et c'est Ousmane Sonko qui prétend être des gauches. Ah bon? Non, mais honnêtement, moi, je trouve que la trahison d'Ousmane Sonko dans cette conférence a été trop flagrante. Et ça, justement, je veux le montrer ici à travers la déclaration d'Ousmane Sonko. Non, non, la déclaration que Jean-Luc Mélenchon avec Ousmane Sonko ont dû faire au Sénégal. En plus, à l'université d'échecs Anta Diop, que je trouve vraiment insultant, que je trouve vraiment injurieux parce qu'on est en train ici d'insulter carrément la mémoire de Nicole. Et Nicole, de la même manière qui était, de la même manière qui était, euh, quand on sait ce qu'a apporté l'héritage, l'héritage qu'a apporté Ousmane Cheikh Anta Diop dans le panafricanisme, dans la Renaissance, dans la science, pour faire rayonner, pour faire briller justement, ouvrir les yeux au monde noir de ce qui était leur histoire, l'Afrique impériale. Bref, on verra dans cette vidéo pourquoi est-ce que, euh, honnêtement, la trahison d'Ousmane Sonko dans cette conférence a été pour moi trop flagrante et j'ai été révolté pour ça. Aujourd'hui, en Occident, le capitalisme est arrivé à un certain niveau depuis que le mur de Berlin est tombé. Pour ça, on va d'abord parler un peu du passé, hein, pour que je te montre déjà l'ensemble. Comment est-ce que, dans l'ensemble, comment est-ce on se retrouve. Aujourd'hui, en Occident, le capitalisme est arrivé à un certain niveau depuis que le mur de Berlin est tombé, à la trahison de toutes les idéologies. Partis de gauche en Europe qui ont abandonné les luttes économiques pour se consacrer sur l'électoralisme et la lutte de soi-disant prétendues valeurs. C'est-à-dire qu'en Occident, on a une droite qui serait conservatrice en termes de valeurs et la gauche, celle qui fait avancer les libertés et les valeurs de progrès. Mais paradoxalement, je pense qu'aucune valeur, qu'elle soit de gauche ou de droite, ne peut s'avancer sans sa correspondance économique. Or, ce qui est constaté est que les partis de gauche ont trahi leurs fondements pour inventer des fausses valeurs. Comme je viens de dire là, les LGBTQ+,
tu plus Macron, je ne sais pas quoi, les IVG, le féminisme, par exemple, hein, la théorie du genre de Yvonne de Beauvoir, hein, des trucs comme ça à la con. Hein. Tu as la procréation assistée. Bref, sorte de bêtises jusqu'à vendre même des ventres des femmes afin de porter des enfants des autres femmes qui ne veulent pas avoir des enfants. Tu imagines où est-ce qu'on est arrivé? Tout ça, ce sont des gauchias hein, qui font ça. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on appelle valeur, ça? Les mouvements de gauche n'ont plus rien à faire. Hein. Ils n'ont plus de combat politique. Et c'est pourquoi on constate une dégénérescence à outrance en Occident. Et c'est d'ailleurs même pour ça que sur cette chaîne, je parle des thématiques relations hommes et femmes, géopolitique, parce que ce sont des thèmes intrinsèquement liés. Pour comprendre la dégénérescence des femmes d'aujourd'hui, il faut comprendre l'économie, la géopolitique, la géoéconomie. Il faut comprendre la géostratégie. Parler des séductions, mouvement Red Pill, relations hommes et femmes, sans parler d'économie, c'est comme si tu étais en train de piloter un avion sans radar. Donc, comprendre l'histoire du capitalisme, la création des taxes, du communisme, l'industrialisation avec l'arrivée des métiers tertiaires hein, euh, qui ont favorisé l'engagement massif des femmes dans les usines, bureaux et autres, elle va t'ouvrir vraiment l'esprit à 360 degrés pour cerner justement la dégénérescence des femmes modernes actuelles et aussi les masculations des hommes. Donc, pour revenir à notre vassal Ousmane Sonko, parce que je m'éloigne un peu, la conférence avait pour thème l'échange entre l'Afrique et l'Europe. Donc, on va d'abord écouter cette vidéo et puis analyser de manière chirurgicale les propos d'Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes là dans le cadre du premier contact entre la délégation de la France insoumise conduite par M. Jean-Luc Mélenchon, accompagné de parlementaires et de membres de son parti, et celle de PASTEF les Patriotes, conduite par moi-même, et avec tout le bureau politique, les parlementaires et quelques ministres membres du parti. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Mélenchon au Sénégal. C'est un vœu qui vient de se réaliser. À plusieurs reprises, nous avions projeté d'avoir cette rencontre à Dakar ou à Paris pour mieux approfondir nos relations naissantes d'alors, qui jusque-là s'étaient matérialisées par la tenue d'appels téléphoniques, de réunions téléphoniques, mais lesquelles réunions nous avaient permis de voir, d'établir à quel point il y avait convergence entre nos deux mouvements politiques, particulièrement en ce qui concerne les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Sénégal et entre la France et le Sénégal. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir M. Mélenchon et sa délégation à Dakar et de pouvoir avec tout le parti partager ces quelques heures ensemble que nous tâcherons de rendre les plus remplies, les plus agréables, mais les plus studieuses possibles également, puisque nous avons à travailler sur des thématiques extrêmement importantes qui interpellent nos deux pays, mais qui interpellent également nos deux continents. Maintenant, tu commences à comprendre maintenant. Parce que je compte sur ton intelligence pour pouvoir le faire. Et je sais que tu es intelligente et intelligent. Maintenant que quelque chose est en train maintenant de faire clic dans ta tête, la question maintenant à se poser maintenant, est-ce que le Sénégal est une division administrative de la France pour que Jean-Luc Mélenchon vienne, hein, pour que Jean-Luc Mélenchon puisse venir avec des parlementaires français? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon, un député, hein, un simple député, qui quitte la France, un simple député, vient avec des parlementaires pour aller au Sénégal
rencontrer, quoi, soi-disant un représentant du parti politique comme ça. Comment est-ce possible? Est-ce que le Sénégal est une division administrative de la Cour? Pour que Jean-Luc Mélenchon vienne avec ses parlementaires. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas venu au Sénégal tout seul? Hein? Tout seul. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon vient à Dakar avec des parlementaires français? Parce que justement, les parlementaires, on vient de le voir, ce sont des hommes et des femmes qui votent des lois. Maintenant, la vraie question est, mais est-ce que le Sénégal est une division administrative de la France? Qui justifierait justement la venue de Jean-Luc Mélenchon avec des parlementaires français? Deuxième question. Ousmane Sonko prétend se représenter dans cette conférence, en tout cas, non plus en tant que Premier ministre, mais en tant que président de son parti, le PASTEF. Maintenant, ma question, n'y a-t-il pas assez de boulot pour, son, pour sa fonction de Premier ministre du Sénégal qui est d'aller justement représenter le PASTEF? Il n'y a pas plus important maintenant que tu es élu Premier ministre que d'accueillir un Jean-Luc Mélenchon. Est-il, bon, est-ce que toi, Ousmane Sonko, est-ce que tu es Premier ministre par intérim ou tu es président du PASTEF? Je ne sais pas. En tout cas, entre les deux, en tout cas, quelle est la fonction la plus importante pour le peuple sénégalais? Est-ce que le peuple sénégalais lui a demandé d'être ministre du Sénégal à mi-temps? Pourquoi se représenter comme représentant du PASTEF quand tu es ministre, à moins que tu sois un ministre à temps partiel, mais je n'ai jamais vu moi des ministres à temps partiel. Autre paradoxe, il s'est déplacé avec des parlementaires sénégalais. Mais pourquoi les parlementaires sénégalais doivent rencontrer les parlementaires français? Surtout si Ousmane Sonko, comme représentant de son parti, mais que fait alors les parlementaires sénégalais avec les parlementaires français? Ensuite, qu'est-ce que les parlementaires français font au Sénégal? Sont-ils en vacances? Sont-ils partis au Sénégal pour aller bronzer? N'ont-ils pas des boulots au truc en France? Avec toute la merde qu'ils sont en train de foutre ici. Le gouvernement sénégalais est constitué depuis à peine simplement 2 mois lors de la venue de Jean-Luc Mélenchon. Mais que font les ministres sénégalais avec des parlementaires français? Moi, je ne comprends pas. Voilà la plus grande mafia, la plus grande corruption sur cette planète, devant nos yeux comme ça. Et il y a des tocards d'Africains qui sont là en train d'applaudir. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre depuis à peine quoi, le 4 avril ici, là, dernièrement, le 17 mai, il y a à peine quelques jours ici. Donc, à peine un mois et demi, il amène des ministres sénégalais rencontrer les parlementaires français. En à peine un mois et demi. En somme, la visite de Jean-Luc Mélenchon avec les parlementaires français a pour but simplement de transférer les clés de gouvernance du Sénégal à la France. C'est le transfert des gouvernances. Oui. Comment Ousmane Sonko fait rencontrer des parlementaires français qui votent des lois en France, censés représenter le peuple français, avec euh, avec les parlementaires sénégalais qui votent des lois au Sénégal? C'est justement ça. C'est pour cela que je dis c'est ça qu'on appelle justement euh, transfert de gouvernance. Si Ousmane Sonko était un panafricain, dès son entrée en fonction, il allait se tourner vers les personnes qui ont l'Afrique dans leur cœur pour que le bien-être de la population, justement africaine, et le pire, hein, et, et le pire dans tout ça, est que Ousmane Sonko nous prend pour des teubés. Voilà. C'est ça la réalité. Il nous prend pour des teubés. C'est lui qui l'a dit, hein. Ce sont ses mots. Les mots sont là, les titres sont là. C'est pas moi qui l'ai dit, tout est là. Et tout le monde le voit, c'est ça, tout est là. Il sait très bien que cette rencontre fera la une des journaux. Et hop, bam, il joue le jeu de oh ouais, je suis ici en tant que représentant du PASTEF et non en tant que Premier ministre. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour apaiser encore la foudre des critiques et aller pleuvoir sur lui.
Parce que s'il rencontrait Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre, eh ben, ça serait flagrant. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein. La vidéo est là. C'est bon. Parce que même un enfant de 12 ans, parce que si c'était le cas, même un enfant de 12 ans allait se dire comment est-ce qu'un Premier ministre sénégalais amène des parlementaires français rencontrer des parlementaires, enfin, des parlementaires sénégalais rencontrer des parlementaires français. Pourquoi, pour qui, comment, dans quel but, pour quel projet? Alors, je ne comprends pas. Même le fait de prétendre qu'il reçoit Jean-Luc Mélenchon en tant que président du parti PASTEF, mais il faut lui dire, qui dirige le Sénégal? N'est-ce pas le PASTEF? Ben, alors, qu'est-ce que ça change alors? Parce que même étant président du PASTEF, dans le but, tu es président du PASTEF, dans le but de camoufler, disons, soi-disant, ta super chérie. Donc, c'est quand même le PASTEF qui légifère justement, comment on appelle ça? Euh, qui légifère l'ensemble des lois sociales, économiques et politiques du Sénégal. Comprends? Donc, si Ousmane Sonko, tu es quand même pris en flagrant délit, tu as quand même, je dirais, ben, tu as quand même cette responsabilité de pouvoir venir d'abord, je dis bien d'abord, c'est d'accomplir d'abord ta mission devant le peuple qui t'a élu, en plus de peuples qui sont morts pour lui. Manque de respect de tous ces morts qui sont tombés.